Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ICTO.TV Extra. Nous sommes le mercredi 13 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Mathieu, belle humeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être avec nous. On va se parler au cours des prochaines minutes du voyage de Donald Trump, le président américain, en Chine. Il devrait arriver un peu plus tard ce matin et ça va certainement marquer l'actualité internationale dans les prochains jours. Donc, visite attendue. Il y a des attentes qui sont élevées également. Déjà, des analyses de ce à quoi on devrait s'attendre ont commencé à filtrer dans les médias. Il y en est question beaucoup ce matin, entre autres, dans les différents quotidiens. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour, si vous voulez, préparer le terrain à cette visite importante de Donald Trump qui arrive en Chine dans les prochaines heures. On va faire le tour, évidemment, des plus récentes nouvelles sportives, culturelles et des prévisions de la météo. Julie-Jasmine Boudreau et Véronique Méran sont avec moi en studio à cette heure-ci. Bonjour à vous deux. Bonjour. Julie-Jasmine, on s'en parlait, on a effleuré le sujet hier matin parce que ça commençait en direct au moment où on se parlait. Mais là, c'est vraiment parti pour le Festival de Cannes. Jazette de la Croisette, c'est le titre de mon segment qui reviendra de façon récurrente d'ici le 23 mai. Je m'attendais à vous voir en paillettes avec un tapis rouge et un verre de champagne, mais bon, on repassera. Ça pourrait. Ça pourrait arriver d'ici vendredi. Oui, c'est ça. Alors, première journée, de quoi a été faite ça? Je vais vous parler de la cérémonie d'ouverture, des gens qu'on a honorés aussi, la sélection officielle, puis nos Québécois qui y seront. Donc, on va faire le tour ensemble. Parfait, on y revient dans les prochaines minutes. Tiens, faisons le tour tout de suite des prévisions de la météo, Véronique, ensemble. De la pluie? Oui, de la pluie à venir, mais en ce moment, si vous êtes dans la grande région de Montréal, jetez un œil au ciel, il est magnifique. C'est magnifique. Les couleurs sont rouges, orangées. Donc, un petit clin d'œil comme ça d'éclaircie, là, il en reste par endroits ce matin. Ça s'ennuage assez rapidement. Et les averses, il pourrait y en avoir quelques-unes, avant le système principal, si on veut. Donc, pluvieux, oui. 10-15 mm, peut-être jusqu'à 20. Ça va traîner cette pluie-là, là, une fois que ça sera bien installé en après-midi. Il y aura des averses résiduelles demain jeudi et ça va cesser vendredi matin tôt. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de vendredi après-midi, ça va s'améliorer et les températures augmenteront. 12 à 14 degrés pour les 2 prochains jours. On y va avec un 18, peut-être 20 degrés vendredi, secteur de l'Outaouais. Et en fin de semaine, on va dépasser la barre des 20 degrés. Alors, quand même, du temps agréable à venir, mais on doit passer par cet épisode plus nuageux avec ce temps pluvieux. Pluie intermittente également du côté de l'Abitibi. Le maximum, c'est 11. Tout l'est du Québec, on bénéficiera encore du beau temps aujourd'hui. Quand même assez beau, un petit peu plus variable vers la Gaspésie, la Côte-Nord, 12 à 14 degrés. L'ennuagement se fait ce soir de ce côté-là. Les averses suivront. Pour ce qui est du territoire ontarien, on retrouve quelques éclaircies sur la portion nord, encore pluvieux sur la portion centre. Les températures oscillent 10 vers Sudbury. On est rendu à 16 dans le secteur de Thunder Bay, 15-16 degrés. Windsor, Toronto. Les précipitations sous forme d'averses avec des risques d'orage, ça devrait s'estomper dès la mi-journée. Ottawa, ça commence ce matin et ça va se poursuivre là, une bonne partie de la journée, 10-15 mm environ, pas plus que 12 degrés. 18 à Vancouver, pas mal de précipitations ce matin. Ça va s'améliorer cet après-midi. Généralement nuageux vers Edmonton, Calgary. On a émis des bulletins spéciaux en raison des vents et des pluies qui commenceront un petit peu plus tard ce soir dans le secteur d'Edmonton, sur le sud de la Saskatchewan également, mais d'ici là, on profite du soleil. 26 degrés secteur de Regina aujourd'hui. 22 à Winnipeg, du beau temps également. Ça s'ennuagera un petit peu plus tard de ce côté-là. Donc, encore de la chaleur quand même assez significative dans l'ouest et ça s'en vient sur les régions plus à l'est au cours du long week-end. On va y goûter un petit peu. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. La ligne laisse derrière à Thompson. Thompson, dégagement.
Oui, non, Olivier Pellerin, bonjour. C'était, effectivement, ça avait toutes les allures d'un dégagement à envoyer la rondelle dans le fond du territoire. Drôle de bon sur la baie vitrée, ça s'est même transformé en but. Au final, le Canadien a perdu hier contre les Sabres. Un jeu de routine qui, malheureusement, s'est transformé en but pour les Sabres de Buffalo qui se sont ramenés dans le match. C'est Tage Thompson qui a rejeté la rondelle dans la zone du Canadien de Montréal. Ça a allongé la rampe, frappé là où, normalement, la Zamboni, les resurfaceuses, entre et sortent. Là où la porte s'ouvre là, sur la bande. Et c'est revenu directement vers le filet de Jakub Dobeš, frappé la jambière de Dobeš pour entrer dans le filet. Un drôle de but. Un drôle de but, mais un but qui a redonné du souffle aux Sabres de Buffalo, qui ont très bien entamé ce match. D'ailleurs, les Sabres croyaient avoir marqué 2 buts en début de rencontre. Un but qui a été confirmé par les officiels parce que, bon, très serré, Jakub Dobeš fait l'arrêt de la mitaine. Finalement, la mitaine est dans le filet. On accorde le but. Puis, contestation du Canadien de Montréal et de Martin Saint-Louis. On avait vu de l'interférence sur Jakub Dobeš et le Canadien a eu gain de cause. Donc, dès le début de la rencontre, le Canadien a été un peu sauvé. Et puis, par la suite, ça a semblé justement allumer un peu le feu pour le Canadien de Montréal qui a marqué 2 fois. Alex Newhook, ce héros du Canadien de Montréal en série depuis le début de ses séries. Il a marqué son 6e hier. Cole Caulfield en avantage numérique. Puis, ce but de Tage Thompson qui a redonné vie aux Sabres et qui finissent par remporter ce match 3-2. Un match qui n'a pas déplu à Martin Saint-Louis, l'entraîneur-chef de l'équipe, qui était plus positif que négatif hier lorsqu'il a rencontré la presse. On est très confiants. On a eu nos chances. Je pense qu'on a eu 75 lancers tentés. Je pense que c'est... si le monde regarde le Canadien, je pense que c'est rare qu'on va chercher ces chiffres-là. Là. Tu sais, fait que... non, comme je te dis, là, à part du début, là, c'est dur de ne pas aimer ce game-là. C'est vrai qu'au début du match, les Sabres avaient vraiment le vent dans les voiles. Donc, victoire des Sabres, série à égalité 2-2. On ne va pas s'en plaindre parce que ça rend ça très intéressant aussi. Le Canadien qui va maintenant se déplacer vers Buffalo pour ce prochain match numéro 5 qui aura lieu jeudi, avant de revenir assurément à Montréal samedi pour le match numéro 6. Donc, voilà pour cette série. Dans la Ligue nationale de hockey, hier, il y avait un autre match entre les Ducks et les Golden Knights. Les Golden Knights ont remporté leur rencontre en prolongation et mènent la série face aux Ducks 3-2. Et la victoire de Montréal va affronter la charge d'Ottawa en grande finale de la LPHF. Hier, Montréal a finalement battu le Minnesota. Oui, il y avait de la célébration quand même, mais c'était plus vers Laval, à la Place Belle, après un 24 heures complètement fou où on a dû annuler puis reporter le match ultime, le match numéro 5. La victoire de Montréal était prête hier pour aller chercher cette première participation en finale de la LPHF et ça a été fait de belle façon. Une victoire de 2-1 contre le Frost du Minnesota. Catherine Dubois, qui a été mutée sur le premier trio avec Laura Stacey et Marie-Philippe Poulin, a marqué le premier de la victoire. Puis, qui d'autre que Marie-Philippe Poulin pour marquer le but gagnant. Donc, victoire pour Montréal et effectivement, première finale de leur histoire. On sentait beaucoup de soulagement et on sent aussi que les années passées ont laissé des traces. On peut écouter Anne-Renée Desbiens. On savait qu'on pouvait compter justement sur la majorité, sur toutes nos joueuses en réalité, qu'on allait avoir de la contribution de haut en bas, qu'on n'avait pas besoin de sauver les matchs à nous-mêmes, qu'on pouvait compter une sur l'autre, s'entraider. Et puis, c'est un groupe justement qui est vraiment résilient. On a eu de l'addition de nouvelles leaders aussi dans le vestiaire qui ont peut-être apporté une perspective différente qui a aidé aussi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, oui, effectivement, on a appris des 2 dernières années. Et il va continuer d'y avoir cette... J'allais dire cette compétition, non, pas une compétition, mais des journées chargées pour les amateurs de hockey parce que le premier match de cette série finale contre la Charge d'Ottawa, qui était déjà qualifié pour la finale de la LPHF, ça débute jeudi, donc demain, en même temps que le match du Canadien. La bonne nouvelle, c'est que les 2 premiers matchs seront à Laval, à la Place Belle, parce que la victoire a terminé au premier rang. Donc, match numéro 1, jeudi, demain à 19h. Samedi aussi, comme le match numéro 6 du Canadien de Montréal, mais à 14h pour ce match numéro 2. Donc là, on pourra souffler un peu. On regarde la victoire, on célèbre ou du moins on réagira au résultat de la victoire. Puis après ça, on se préparera pour le Canadien de Montréal. Dans la presse de ce matin, il y a une photo justement à la Place Belle où on voit un partisan au match de la victoire, le cellulaire juste en avant, en train de suivre le Canadien. C'est pas évident pour les amateurs. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Salut. À
la une des différents quotidiens de ce matin, justement, on va commencer par la presse, pas pour vous parler de cet article au sujet de la victoire de Montréal, quoique c'est en une de la presse, tout comme la défaite du Canadien. Mais la presse nous présente ce matin un sondage et le titre, c'est « Rien n'est joué ». Sondage Synopsis, la presse, le PQ et le PLQ à égalité, la CAQ revit. C'est en gros ce qui ressort de ce sondage. Dans les intentions de vote au Québec, pour le Parti québécois, 30 %, le Parti libéral, 30 %, la Coalition Avenir Québec retrouve sa troisième position, si vous voulez, à 18 %. Le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, et le PLQ de Charles Milliard qui se disputent la tête, mais avec la répartition des votes, il y a beaucoup d'appui chez les libéraux qui viennent de la communauté anglophone. Eh bien, ça fait dire aux sondeurs que le PQ aurait une minorité forte ou une majorité faible à l'Assemblée nationale, selon, effectivement, le sondeur. On apprend aussi dans ce sondage quel est le taux de satisfaction des Québécois à l'endroit du gouvernement. 37 % se disent satisfaits, 38 % se disent insatisfaits. Il y a là certainement un effet de la nouvelle première ministre Christine Fréchette. Le sondeur Yuri Rivet, associé chez Synopsis, dit que dans le temps de M. Legault, si on compare avec d'autres firmes ou encore les résultats antérieurs de cette firme-là, c'était 2 à 3 insatisfaits pour 1 satisfait, tandis que là, c'est au coude à coude. Donc, il y a certainement un travail pour Christine Fréchette, ou en tout cas une impression qui est bonne auprès des électeurs. Et puis, une portion du sondage aussi sur les libéraux de Mark Carney qui continuent de dominer au Québec. La majorité des quelques 1000 répondants au sondage, 63 %, sont satisfaits du travail du premier ministre et 49 % des Québécois, après répartition des indécis, voteraient pour le Parti libéral du Canada. Le Bloc québécois est deuxième à 27 %, suivi des conservateurs à 16 %. Tous les détails de ce sondage en une de la presse de ce matin. Dans le Journal de Montréal, on fait également sa une avec cette défaite du Canadien de Montréal, mais on nous parle également d'espions qui ont rendu visite à un fabricant d'armes d'ici, un fabricant d'armes qui assure ne pas avoir vendu de ses fusils aux Russes. En fait, ce sont des agents du SCRS, le Service canadien du renseignement et de sécurité, qui ont visité les bureaux, nous apprend le journal, de Cadex Défense à Saint-Jean-sur-Richelieu, après la découverte en Russie de fusils de sniper fabriqués au Québec, malgré les sanctions. C'est d'abord Global News qui a révélé cette histoire hier. Cadex a nié avoir vendu, exporté ou autorisé le transfert de ces produits vers la Fédération de Russie, que ce soit directement ou indirectement. Le journal nous dit ne pas avoir été en mesure de parler avec le PDG et actionnaire majoritaire de Cadex Défense, Serge Dextraz, pour obtenir plus de détails. Donc, vous avez plus d'informations dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. En une du Devoir comme en une du site de Radio-Canada, que faut-il attendre du sommet Trump-Xi? On va en reparler d'ailleurs dans les prochaines minutes avec Jean-Philippe Robillard, parce que le président Trump est attendu en Chine et doit arriver au cours des prochaines minutes. Donc, on va vous présenter ça. Mais vous avez un article en une du Devoir à ce sujet-là. Dans le Globe and Mail de ce matin, Ottawa et l'Alberta, apprend-on, sont prêts de conclure une entente sur la tarification du carbone industriel. Une entente qui, si elle est approuvée, réduirait considérablement la portée politique climatique phare de l'ancien premier ministre Justin Trudeau, peut-on lire dans le Globe. Ça ouvrirait la porte également à la construction éventuelle d'un oléoduc en Alberta. Les discussions étaient bloquées pour l'oléoduc en question par un désaccord concernant la rapidité avec laquelle la province devrait hausser son prix du carbone. Là, on fixerait ça à 130 $ la tonne d'ici 2040. On part d'un niveau actuel, nous dit le Globe, à 95 $. Donc, à 130 $ la tonne d'ici 2040, c'est beaucoup en deçà de ce qui avait été fixé par Justin Trudeau. Une tarification qui était de 170 $ la tonne d'ici 2030. Vous pourrez lire les détails en une du Globe and Mail de ce matin. Puis, je termine avec le site de Radio-Canada où on nous parle de privatisation des aéroports. Il en a été question dans le dernier budget Carney. Or, dans le contexte où Ottawa souhaite augmenter les capacités militaires et faire passer ses infrastructures stratégiques aux mains des entreprises privées, c'est peut-être pas l'option à privilégier. C'est en tout cas l'opinion de Jacques Roy, professeur au département de gestion des opérations et de logistique à HEC Montréal. Article de Charles Séguin ce matin sur le site de Radio-Canada.
Au moment où on se parle, Donald Trump est en direction de la Chine, devrait arriver un peu plus tard ce matin. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, donc il sera question d'échanges commerciaux, d'économie également. C'est une visite qui doit durer 3 jours, donc, du président américain en Chine. Oui, c'est un voyage éclair, mais c'est un voyage qui est important selon plusieurs experts. C'est une visite, Mathieu, qui devait avoir lieu il y a 6 semaines, mais qui était repoussée en raison de la guerre en Iran. C'est la première visite d'un président américain en près de 10 ans. En fait, c'est la première visite de Donald Trump. C'est le dernier président américain qui était là en Chine. C'était en 2017. Et ce qui devrait dominer les discussions, c'est évidemment la guerre en Iran, mais il sera aussi beaucoup question d'économie et d'échanges commerciaux entre les deux pays. D'ailleurs, Jean-Philippe, il y a toute une délégation de gens d'affaires qui accompagnent justement à ce titre Donald Trump. Oui, beaucoup de gens donc des milieux des affaires qui font partie du voyage. Il y a entre autres le grand patron de SpaceX, Elon Musk, qui est du voyage, tout comme celui d'Apple, Tim Cook. Il y a aussi le grand patron de Boeing qui accompagne Donald Trump. On nous dit, Mathieu, qu'il pourrait y avoir des contrats là, qui seraient signés au cours de cette visite. On écoute ce que disait Donald Trump juste avant d'embarquer dans Air Force One, de s'envoler pour la Chine. He's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. Alors, Donald Trump qui affirme, en parlant de Xi Jinping, que c'est un bon ami, quelqu'un avec qui il s'entend bien, que de bonnes choses vont arriver. Un voyage, selon Donald Trump, qui s'annonce prometteur. Le président Trump qui a aussi dit qu'il va se passer beaucoup de bonnes choses. Oui, ceci dit, il n'arrive pas nécessairement en position de force face à son vis-à-vis chinois. Non, parce qu'on le sait, il est empêtré dans cette guerre en Iran, dont la Chine, il faut le rappeler, est un partenaire commercial, est un des plus importants importateurs de pétrole iranien. Le gouvernement, on le sait également, a tenu tête à l'administration Trump, au président Trump, l'an dernier, lorsqu'il a voulu imposer des tarifs douaniers. Mais au-delà de la guerre en Iran, Mathieu, des tensions aussi commerciales entre les deux pays. Il y a plusieurs autres sujets de friction que les deux hommes vont devoir surmonter pour éventuellement conclure des ententes, pour parvenir à s'entendre. Il y a la question des terres rares et des minéraux critiques. Il y a également question très sensible, la question de Taïwan. Alors, je vous invite à écouter Guy Saint-Jacques, c'est un ancien ambassadeur du Canada en Chine, qui nous parle de ce qui pousse les deux hommes à se rencontrer. Dans le cas de Trump, c'est clair qu'il veut accroître les exportations de produits américains, particulièrement pour satisfaire les agriculteurs qui veulent exporter davantage de soya, de porc, de bœuf. D'ailleurs, ça peut affecter nos propres exportations. Mais du côté de la Chine, la priorité, c'est vraiment d'essayer de faire baisser l'appui que les États-Unis fournissent à Taïwan. Et là, il va falloir voir jusqu'à quel point Trump va être prêt à faire des concessions. Alors, il faudra voir ce qui va sortir de cette visite, de ce sommet, qui aura des impacts, bien sûr, dans les relations entre la Chine et les États-Unis, mais qui aura également, Mathieu, des impacts partout dans le monde, dont peut-être ici au Canada. Le président américain, selon les fils de presse, là, doit arriver en Chine d'environ près de 3 heures. On va suivre ça de près tout au long des prochains jours. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert! Oui, c'est une très, très belle façon. Ça ne peut pas être plus Cannes, la façon dont ça a été lancé, ce festival. Julie-Jasmine Boudreau est de retour en studio. C'est Jane Fonda que l'on entendait, donc qui a officiellement lancé le festival. Exactement. Actrice et aussi militante qui a parlé hier du cinéma comme un acte de résistance. Alors, ai-je besoin de vous mentionner qu'elle a été chaudement applaudie? Durant cette cérémonie d'ouverture, on a remis une palme d'or d'honneur à Peter Jackson, qui est cinéaste, qui est réalisateur des films, entre autres, du Seigneur des Anneaux. Et il a dit « Je n'aurais jamais pensé gagner une palme d'or un jour. » Alors, il était très, très ému. C'était très beau à voir. Et un peu plus tôt durant la journée, on a procédé à la célèbre montée des marches. C'est le jury qui l'a fait. Je vous avais parlé de ce réalisateur sud-coréen, le Park Chang-wook, qui est le président de ce jury. Il était aux côtés de Demi Moore, entre autres actrices, de la réalisatrice chinoise Chloé Zhao et aussi de l'acteur suédois Stellan Skarsgård. On a vu tout ce beau monde-là, bien sûr, dans toutes sortes de très, très belles tenues.
et ils devront départager qui est le lauréat, donc un peu plus tard, dans une semaine. Il y a 22 films en compétition. Seulement 5 d'entre eux sont réalisés par des femmes. Or, c'est sûr que la sous-représentation des réalisatrices est montrée du doigt, mais Thierry Frémaux, qui est délégué général, a dit en aucun cas il devrait y avoir une politique de quota. Alors lui, c'est l'art avant tout, peu importe évidemment le genre. Il n'y a pas de grands films hollywoodiens dans la sélection officielle. Ça fait beaucoup jaser. On sait que certains projets comme celui, entre autres, de Steven Spielberg ou encore de Christopher Nolan, se seraient désistés à la dernière seconde pour essayer de comprendre un peu pourquoi. Généralement, on lance des grands films. On dit que les critiques sont parfois impitoyables et que ça peut faire mal à un lancement. Pardonnez-moi, un lancement de film, mais il y a quand même des films indépendants qui seront présentés à Cannes. D'ailleurs, c'est le propre de Cannes, les films indépendants, on s'entend. Et parmi les Québécois, Monia Chokri va présider la caméra, le jury, c'est ça, de la Caméra d'or, donc présider le jury. Il y a Théodore Pellerin, qui est acteur, bien sûr, qui fait partie du jury des membres de la Semaine de la critique, lui qui avait remporté le prix de la Révélation l'année passée. Et il y a un court-métrage québécois, qui est d'ailleurs le 100%, qui est la seule production canadienne québécoise à être présentée cette année. Ça s'appelle Skinny Bottine. C'est toujours dans la Semaine de la critique. C'est un réalisateur montréalais d'une 30aine d'années, Romain F. Dubois, qui a autofinancé lui-même son projet, qui raconte en fait l'histoire d'un pickpocket qui va utiliser son petit cousin ado pour devenir son complice. Alors ça va être lancé lundi prochain. Alors bien hâte de voir les échos de ce film-là. Parfait, voilà pour ce résumé de Cannes. On va rester en France. Le vol du Louvre, ça nous avait un peu jeté par terre en disant, mon Dieu, ils ont pu faire ça aussi facilement. Il y a un rapport qui vient de sortir. Absolument. Alors, c'est ça, une commission d'enquête parlementaire et c'est vraiment la question de la sécurité là, qui a été reléguée au second plan pendant plusieurs années. Imaginez, Mathieu, les failles étaient connues depuis 2017 et vraiment, on monte du doigt la direction du musée. On donne d'ailleurs comme recommandation une procédure plus transparente de nomination de ces directeurs parce que l'on sait que ils sont nommés par l'Élysée et aussi, il faut absolument augmenter les fonds de sécurité comme par exemple l'embauche d'agents de sécurité à même le musée, non des contractuels, par exemple. Oui, c'est pas vraiment surprenant, effectivement. C'était vraiment une faille de sécurité assez majeure. Et puis, on va terminer avec Mitsou qui revisite un de ses anciens succès. Souvenez-vous, l'été 1994, il y avait le disque Le Yaya de Mitsou. Oui. Sur ce disque, il y avait la chanson C'est chaud. Alors, tu sais, un été qui sent la bière, on oublie les bonnes manières. Alors, que fait Mitsou aujourd'hui? Elle lance l'extrait qui est revisité, qui est modernisé. On écoute un petit bout. Le mec d'hier et au boulot, c'est chaud. Juste à temps pour l'été. Eh bien, on passe au vote si ce sera la chanson d'été. Et il faut dire qu'elle a eu le coup de pouce d'un rappeur qui s'appelle Ya Sididon. Alors voilà, vous pourrez retrouver ça sur les plateformes, j'imagine, de ce matin. C'est chaud de Mitsou. Merci Julie Jasmine. Salut, bonne journée. Là-dessus, Marie-Michel Borduas est maintenant en studio avec nous. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, Québec qui souhaite obtenir sa juste part des investissements fédéraux, des contrats en défense, il en sera question. Et pour y arriver, le gouvernement Fréchette doit annoncer aujourd'hui la nomination de Marc Parent à titre d'émissaire spécial pour attirer une partie des centaines de milliards de dollars d'investissement dans la province. Il a été à la tête du fabricant montréalais de simulateurs de vol CAE pendant 15 ans. Le ministre de l'Économie estime qu'il est la personne toute désignée là, pour ce rôle d'émissaire. Les informations de notre correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale, Mathieu Goyer, à lire sur notre site Web. Et puis toujours à Québec, la CAQ qui devrait déposer aujourd'hui son projet de loi qu'on a appelé le Gabi Renault pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Voilà, Gabi Renault qui est une victime d'un féminicide à Saint-Jérôme l'an dernier. Le projet de loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d'un partenaire intime. C'est le nom, donc, permettrait aux femmes de consulter les antécédents de plainte ou de signalement pour violence conjugale de leur conjoint. Ailleurs au pays, la Saskatchewan, le Manitoba, Terre-Neuve et Labrador se sont déjà dotés d'une telle loi. Le ministre de la Sécurité intérieure du Québec, Yann Lafrenière, va tenir un point de presse en fin d'avant-midi. Alors, on surveillera ça, entre autres, aujourd'hui. Je le rappelle, là, dans les prochaines minutes, Donald Trump, dans les prochaines heures, en fait, Donald Trump va arriver en Chine. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, oui, à la radio, sur l'application audio également, et sur ici à RDI, donc de 5h30 à 6h, juste avant nos collègues de Première Ligne. D'ailleurs, vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines minutes. Bonne journée. Kingston Falls, c'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé.
Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici tout.tv Extra.